Bienvenue dans ce nouvel épisode de L'évidence de la passion. J'ai la chance d'être accompagnée aujourd'hui de Nathalie et de deux femmes extraordinaires. Alors, pourquoi l'évidence de la passion ? Parce qu'en fait, on adore avoir un regard différenciant sur l'alimentation, sur la gourmandise. Donc, Nathalie apporte la science, la compréhension des mécanismes du corps, la pédagogie et les connaissances. Moi, de mon côté, étant chef, j'apporte le goût, l'émotion et le plaisir de la table. Entre nous, on a envie de ne jamais transiger entre la raison et le plaisir. Aujourd'hui, dans cet épisode, je reçois deux invités. Nous recevons deux invités avec lesquels nous allons explorer une question qui nous concerne toutes et tous. À quoi ressemble la gourmandise de demain ? À notre table, Marianne Hélès, fondatrice de Tama, une marque de pâtisserie sans compromis. Bonjour Marianne. Bonjour. Effectivement, tu l'as dit, j'apporte la science, mais j'apporte aussi la gourmandise parce que je suis quand même nutritionniste gourmande. Donc, on va essayer de casser une petite idée reçue, c'est-à-dire manger mieux ne veut pas dire renoncer, n'est-ce pas ? Jamais. N'est-ce pas ? Nos deux invités, donc Marianne aujourd'hui, mais également Charlène, que j'ai la chance de présenter. Donc, Charlène, entrepreneur engagée, évidemment, qui réinvente le fast good. Je le dis toujours, fast-food, c'est pas le problème, c'est le good qu'il faut rajouter. À travers une approche donc à la fois fondée sur 3 piliers, le plaisir, la nutrition, parce que j'ai eu le partage aussi, le plaisir de partager avec elle quelques éléments techniques sur les scores, sur le contenu, et puis la transparence justement de ces recettes. Donc tu défends une restauration, on va dire, rapide, mais savoureuse, accessible et sans culpabilité ni frustration, le rêve. Alors, du coup, toutes les quatre, nous allons parler de consommation, de gourmandise, d'innovation et surtout d'évolution de la consommation parce que c'est un vrai sujet de société. Alors, on y va ? Allez, on y va. On pose des questions qui fâchent ou qui ne fâchent pas ? Oh non, qui ne fâche pas. Nous, qui ne fâche pas. On est mais que dans le plaisir, mais qui enseigne, voilà, la pédagogie plutôt que les notations. Alors, je commence par Charlène. Charlène, Domi, donc part d'une idée très forte, retrouver l'esprit du dimanche, ce moment de plaisir et de réconfort, mais dans notre quotidien. Comment est née ton envie de réconcilier restauration rapide et bien-être ? J'en avais marre du quinoa. Pour commencer. La reine des hooks. Attention, hein. Ça va du lourd. Hein. Ah là, on est sur de la punchline. Non, c'est vrai. J'étais responsable marketing avant et effectivement, comme tous les actifs parisiens, j'avais pas forcément le temps ni l'envie de faire du batch cooking le dimanche. Je préférais profiter parce que le dimanche, effectivement, c'est le jour où on fait la grasse mat, la sieste. Moi, j'aime bien courir, donc c'est le jour de la sortie longue. Ceux qui font des matchs d'équipe, c'est le moment où ils se retrouvent pour les matchs. Et puis, il y a le brunch avec les œufs, il y a le poulet dominical, il y a la balade en forêt, le masque skincare, tout ça. Le bain avec les bougies. Donc, le dimanche, c'est très sympa, mais faire des tupperwares, c'était pas mon truc. Donc, voilà, j'ai souvent acheté été dans des salades bars. Et c'est vrai que j'en ai eu un peu marre de ça, je trouvais pas ça très drôle. Et du coup, j'ai eu l'idée de fonder Domi, donc, qui vient de Dominicus dies en latin, qui veut dire dimanche. Et dimanche, c'est le jour où on prend soin de soi, de son corps et de son esprit. Donc voilà. Très bien, Nathalie. Qu'est-ce qu'on en pense de cette initiative pour le bien-être à la fois mental et physique ? Ah bah alors, tu prêches une convaincue parce que justement, je pense que bien manger, c'est une petite pierre en fait de notre bien-être. Il y a d'abord bien dormir. Bon, ça en ce moment, c'est un peu plus difficile. Mais c'est vrai que je vois quand on a coaché les sportifs de haut niveau, tu parles de sport beaucoup d'ailleurs, eh bien, ils nous disaient à chaque fois, on ne pourra pas faire une belle perf si on n'a pas bien dormi, bien mangé et ensuite on s'entraîne. Donc en fait, l'alimentation, c'est un de ces piliers-là. Et le fast-food, c'est vrai qu'on mange de plus en plus vite. On a du mal à trouver quelque chose qui réconcilie. Elle le sait, Charlène, c'est vraiment une quête de chaque midi d'essayer de concilier quelque chose qui est gourmand, mais qui ne plombe pas complètement sa journée, à la fois en termes de quantité. Oui, de calcul en fait. De quantité de calories, parce que moi je suis quand même orthorexique, donc je vais y regarder. Donc tout ce qu'elle nous présente, mon petite machine à calculer. Et puis en même temps, qui est du goût, qui apporte aussi des produits frais, des produits. Quand tu cites tes recettes pour les avoir un peu détaillées, voilà, ça donne envie parce qu'on a des vrais aliments. Et c'est vraiment le retour aujourd'hui. C'est vrai que j'ai un combat contre le Nutri-Score parce que effectivement, il n'y a pas de Nutri-Score sur les fruits et les légumes. C'est quand même dommage parce qu'ils seraient tous A. Donc peut-être ça n'arrange pas tout le monde.
monde. Mais effectivement, de retrouver des vrais produits, de la mastication, du temps, eh bien, finalement, c'est tous ces arguments qui vont permettre de relier gourmandise et santé. De la créativité et de l'émotion, parce que finalement, c'est ça aussi dont on parle. Donc, bravo. Alors, qu'est-ce qu'on a là, par exemple? Parce que je suis intriguée, moi. On dirait une soucoupe volante. Quand tu l'as sorti, j'ai dit, mais où sont les extraterrestres? Elles sont là. On est sur un nouveau concept. C'est un ovni parmi tous les sandwichs. Alors lui, il a une particularité. Donc c'est un sandwich qui est protéiné, mais naturellement. Donc chez moi, il n'y a jamais de protéines, de whey. Pour pas la citer, ou de protéines de pois, c'est que du poulet et des œufs. Donc les protéines, et forcément élevées en France, à minima en plein air. J'adore, je viens des Landes, donc label rouge si possible, et bio pour les œufs. Et donc voilà, et donc pourquoi le snob? C'est qu'en fait, on peut le prendre juste avec une seule main. Donc quand on est sur un événement, à la différence de tout ce qui tâche, là au moins c'est snob. Même un événement ou même dans des fast-food, exactement. On s'en met plein les mains. Exactement. Quand on déj derrière un bureau, je trouve ça très sympa, les pitas. Enfin, il y a plein de snacking trop chouettes. Mais c'est vrai que vite fait, ça coule. J'ai un t-shirt blanc. Après, avec petite sauce tomate, petite mayonnaise. En réunion, ça fait toujours mal quand on revient avec la grosse tache sur le décolleté. Tu nous racontes comment il est construit, comment il est fabriqué? Donc, à l'intérieur, en fait, on scelle 2 planches de pain de mie qui sont faites. C'est du pain de mie de carottes. Donc, voilà. À l'intérieur, donc, il y a un effiloché de poulet barbecue. Il peut y avoir d'autres saveurs. J'ai méditerranéen, j'ai curry, j'ai un semainier, on va dire, sur les effilochés. Et on a un coleslaw light, donc avec une sauce light, un peu de gouda pour donner un peu de cheesy, parce que c'est toujours sympa quand on le découpe et d'avoir ce côté-là. Et parce que c'est possible de le découper et de le prendre en moitié. Donc il se mange chaud? Il se mange chaud ou froid, peu importe. Franchement, le pain garde son moelleux quand même en surface. De toute façon, j'ai de l'ultra fraîcheur dans mon concept. Et après, la croûte, forcément, quand elle est scellée, elle ne se dérobe pas. Voilà, exactement. Mais donc, c'est hyper innovant. Enfin, moi j'hallucine. Incroyable. Combien de temps t'as mis pour développer ça? Parce que là, Sur la carte, au total, il y a beaucoup de choses que j'avais déjà dans mon quotidien, moi. Les filochés, par exemple, de poulet, c'est quelque chose que j'adorais faire depuis, je crois, le confinement. J'avais vu quelqu'un sur Instagram, je crois, qui m'avait motivée. Pareil, il y a d'autres recettes. Mais ça veut dire 5-6 ans, quoi. Tu parles de choses qui t'a inspiré. C'est une histoire de vie, voilà, exactement. Exactement. Donc, tu vois, c'est pas le côté, allez hop, j'ai envie de sortir un concept et demain matin, j'ai pas quelque chose qui c'est ton origine, il y a tout ce travail, c'est quelque chose que tu as en toi. Tu dis pain de mie de carotte, mais du coup, tu peux faire pain de mie de brocoli, pain de mie de betterave, pain de mie de, tu vois, pour la couleur. En toute honnêteté, c'est la seule chose que je ne fabrique pas, la panification, et c'est très rare en restauration qu'on s'occupe de la panification. C'est une vraie technicité. C'est une vraie technicité. Donc voilà, c'est les cuisiniers qui m'ont aidé à trouver en fait le bon format pour moi, pour mon concept. Et je rêve d'avoir un pain de mie de maïs. Mais le maïs étant un peu plus sec, c'est un peu plus complexe. Donc, les légumes me vont très bien. C'est parce que je fais des protéines animales que je déteste les légumes. Non, au contraire, c'est vraiment intégré avec les fibres dedans. Ça me donne peut-être l'occasion de passer directement. Évidemment, la passerelle. Franchement, parce que là, vous connaissiez pas? Non, du tout. Voilà. Et donc, Marianne, toi, ton univers, c'est celui de la pâtisserie, donc avec un savoir-faire. Donc, tu veux peut-être nous expliquer un petit peu d'où tu viens et quel est le concept que tu es en train de monter? Parce que je pense qu'on aura le plat et on devrait avoir un dessert qui est raccord, je pense. Mais la même passion, en tout cas, je sens. Oui. Je pressens. Je pense que c'est vrai, quand je t'entends parler, j'ai vraiment l'impression d'avoir l'équivalent salé de mon concept. Moi, pour expliquer un petit peu, donc j'ai été formée chez Alain Ducasse, donc vraiment de la pâtisserie classique et plutôt formée sur la technique, le décor, les montages compliqués. Et ensuite, je suis devenue formatrice à l'école Le Nôtre en pâtisserie. Que des grands noms, ça claque, hein. Mais tu as quel âge? Je dis mon âge? Non. Ça, c'est un truc tabou, moi. Alors là, on se connaissait pas bien, mais là, je vais te dire...
Non, du coup, oui, j'étais formatrice à l'école Le Nôtre pour les élèves francophones et anglophones. Donc, encore une fois, à fond dans le sucre, le beurre et voilà. Tout Ça me parle. Le Queen Yaman, quoi. C'est ça, exactement. Et moi, j'ai eu quelques petits problèmes de santé. Enfin, ça fait quelques années, en tout cas, que ça dure. Et quand j'étais chez Le Nôtre, c'était devenu très, très compliqué. J'étais en errance médicale et je ne pouvais plus travailler correctement. Donc, j'ai fini par démissionner et j'ai été diagnostiquée 3 mois après d'un syndrome de congestion pelvienne. Donc, ce sont des varices pelviennes. Donc le sang qui circule dans le mauvais sens dans toute la zone pelvienne. Et donc, dans la foulée, j'ai été opérée en urgence, etc. Et là, je me suis demandé de ce que j'allais faire de ma vie, quoi. C'était un petit peu la remise en question, parce que tout ce stress était super négatif pour mes soucis de santé. Et du coup, j'ai décidé de fonder Tama. Donc, c'était déjà en 2024. Mais Tama a bien évolué depuis. Donc, Tama, c'est pourquoi Tama? Tama, c'était mon surnom c'était le surnom que je me suis donné quand j'étais enfant. Ah, super. Parce que Domi, Tama, Mama. Franchement, c'est hyper cohérent, quoi. Ouais. Et quand il y a un M, je trouve, c'est pour ça que c'est marrant. Oui. Quand il y a le M dans le mot, j'ai vraiment la C'est sensation fou, quoi. que c'est le de c'est bon, en fait. Je trouve que quand on le prononce, ça fait. Quelle cohérence. Ouais, Vous ne pouvez pas avoir deux invités plus en raccord, en fait, je crois. Et donc, voilà. Donc, Tama, au départ, c'était des cookies. Donc, tout le monde a appelé ça Tama Cookies, mais c'est Tama. Et donc, je faisais uniquement du cookie et du cookie gras, sucré et tout ce qu'on connaît déjà. C'est un peu ma bête noire. Tu sais que je fais toujours une comparaison. Là, elle est en train de frétiller, là. C'est ça. Moi, je trouve, le cookie, je trouve c'est un peu, pour moi, extrêmement standardisé. Tout à fait. Ça n'apporte pas toute cette diversité de la pâtisserie. Donc, tout à fait. En fait, j'ai décidé de faire quelque chose de simple parce que je voulais plus faire compliqué. Je voulais que ce soit simple pour les autres parce que c'est le plaisir simple, le plaisir gourmand, facile, et que ce soit simple pour moi à préparer et aussi qui m'apporte moins de stress. Et en fait, c'est mon concept, c'était des boules de cookies surgelées prêtes à cuire que les clients cuisaient à la maison pour de l'extra frais. Donc voilà. Entre-temps, Tama a bien évolué parce que j'ai eu un deuxième diagnostic médical d'endométriose après donc 10 ans à me dire que je ne l'avais pas. Et donc, suite à ça, j'ai commencé à vraiment remettre en question mon projet. Et une nouvelle image de Tama, en tout cas, est née, un nouveau concept et l'envie de pouvoir faire plaisir à ces personnes pour qui c'est devenu compliqué, en fait, de juste se faire plaisir avec quelque chose de sucré. Parce qu'on passe devant la boulangerie, on passe devant la pâtisserie, et en fait, on ne peut pas. Parce que toi, tu as fait le lien entre le sucre et l'endométriose? Au départ, oui. En fait, l'idée, c'était pas que le sucre, c'était carrément consommation. Le gluten, le lactose, tout ce qui est inflammatoire, en fait. Exactement. Et donc, 3 gammes sont arrivées parce que je me suis dit, j'ai pas envie de faire quelque chose de trop restrictif, et que sur une gamme particulière. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des gammes pour toutes les personnes qui ont une restriction alimentaire ou qui ont une manière de consommer différente. Donc, on a du vegan, on a une gamme digestion douce, donc qui est basée sur les principes de l'alimentation anti-inflammatoire. Donc, c'est sans gluten, sans lactose et à plus faible indice glycémique. Aucun sucre raffiné, sucre de coco et sucre de racine de chicorée. Et après, j'ai une gamme légèreté, donc plus faible en calories pour les personnes qui veulent quand même se faire plaisir en étant dans un objectif plutôt de perte de poids ou je fais attention. Et une gamme protéinée, justement, donc plutôt gamme énergie pour avoir un plus grand apport en protéines, parce qu'on sait bien que tout le monde, et particulièrement les femmes, sont censées augmenter la quantité de protéines. C'est l'enjeu de l'avenir, parce qu'on va vivre de plus en plus vieux, il faut qu'on maintienne notre masse musculaire, donc faire un peu d'activité et puis avoir un niveau de protéines. Alors tu sais que mince alors, je l'ai écrit pendant une semaine de jeûne, pas de petit jeûne, je donne toujours cette petite blague, avec un circonflexe. Et pendant cette semaine-là, il y avait donc différentes personnes, et dont une personne qui était atteinte d'endométriose et qui disait qu'en fait, ce reset alimentaire lui faisait beaucoup de bien, mais c'est surtout après, ce qu'elle a pu déterminer, en réintroduisant les aliments les uns après les autres, lesquels lui apportaient une souffrance complémentaire ou lesquels la soulageaient. Et il n'y a pas beaucoup d'études,
C'est pour ça que j'ai creusé un petit peu, mais c'est un peu comme il y a 30 ans, quand moi je disais que le gluten, il n'y a pas que les cœliaques, il y a probablement des niveaux d'intolérance. On nous regardait, nous, les quelques scientifiques qui avaient travaillé dessus, en disant, mais non, c'est un peu dans votre tête. Maintenant, c'est prouvé. On travaille d'ailleurs, nous, chez Évidence Santé, sur une plateforme qui permet de mesurer le niveau d'intolérance pour pouvoir adapter l'alimentation derrière. Et effectivement, alors souvent, c'est un peu... Les pathologies liées à l'alimentation ont souvent des points communs, mais il y a maintenant un peu comme le sans gluten ou les food maps, où effectivement diminuer le nombre de calories, diminuer certains ingrédients, mais on voit que ça soulage énormément. Alors on est au début de l'ère scientifique sur ça, parce qu'on ne nous croyait pas avant, on pensait que c'était dans notre tête, nous les femmes qui ont toujours des petits mots de travers. Et maintenant que l'endométriose, c'est un très bon exemple, parce que maintenant on va pouvoir être diagnostiqué, on va pouvoir trouver. Et je parle aussi par exemple de tout ce qui est épilepsie. En fait, un régime keto baisse le niveau de crise d'épilepsie. Voilà, on ne sait pas comment, mais en tout cas, le résultat est là. Donc voilà. Après, peut-être, on s'était dit faire le lien. Oui. Donc un menu complet avec Domi plus Tama. Voilà, j'étais là. Mata. Non, c'est pas Mata, c'est Tama. Voilà. Il faut dormir. Hakuna Matata. Voilà, c'est ça. Comme on va s'associer, il va falloir choisir. Mais alors, voilà, et j'en étais dit, mais vous pourriez pas nous faire un pop-up commun? Il y aura forcément des collègues. Ouais, parce que toi, tu as des desserts aussi. Tu as travaillé aussi. Avec un dessert phare qui est la mousse au chocolat, qui a le poids calorique d'une pomme et demie. Ouais, voilà. Elle m'a écoutée parce que le cookies étant 10 fois plus calorique que n'importe quel fruit, eh bien, on a une mousse au chocolat qui est incroyable. Exactement, pour le midi, en gros, parce qu'il y a toujours Michel qui passe avec les cookies du baptême du petit dernier. Il m'en reste 2-3. Pour moi, les cookies de Michel, je craque. Il y a moins de chance. Pour les cookies ou pour Michel? Pour les cookies. Michel, ça date. Donc voilà, désolé Michel. À tous les Michel. Non, et du coup, si on a cette touche sucrée, pour ceux qui vraiment... Enfin, il y a certaines personnes comme Nathalie, qui, quand elles n'ont pas une touche sucrée en fin de repas, ouais, c'est plus dur pour la réunion d'après. La réunion, pour les gens après, en fait. Et le sourcing de ton chocolat, comment la fabrication, ça se passe? Pour la fabrication, la seule chose... Alors, j'ai forcément sur une offre comme la mienne, c'est adapté aux végétariens avec l'œuf, mais pas forcément... Enfin, les véganes n'auront pas forcément d'attrait pour mon offre, on se le dit. En revanche, c'est une mousse au chocolat qui est faite avec de l'aquafaba. Voilà, avec le pois chiche. Exactement, de chez Very Aquafaba. Et donc voilà, ça, j'ai pas de secret de fabrication, parce que toutes mes copines qui me cuisinent bien, je pense que Marianne, voilà, tu l'aurais deviné. Et je pense que toi aussi, Virginie. Voilà. Mais en fait, c'est vrai que je trouve que, Charlène, dès le départ, tu as eu une réflexion nutritionnelle. Ce qui est assez rare, en fait, parce que moi, je me bats dans les restaurants pour qu'ils aient cette réflexion, au moins de comparaison des produits. En fait, quand tu as plusieurs entrées, plusieurs plats, plusieurs desserts, ils ne sont pas du tout... de la même charge calorique, de la même diversité. Et je trouve qu'il faudrait classer les plats différemment. Mais bon, ça, c'est un vœu pieux. Mais je trouve que toi, dès le début, tu as fait cette réflexion nutritionnelle. Donc, comment tu as travaillé ces recettes? Parce qu'après, moi, je les ai notées, mais j'ai rien fait du tout. C'est elle qui a tout créé. Protéines, calories, équilibre. Comment tu as concilié, en fait, healthy avec la gourmandise et pas le côté triste, restrictif, quoi? Alors, il y a plein de choses dedans. Déjà, moi, je viens des Landes. On est plutôt côté yoga que yoga, on se le dit. Oh là là, le MOOC. Il faut les noter. Hein. Ah oui, on les aura enregistrés. On les a enregistrés. C'est une masterclass. Alors, je ne vais absolument pas me comparer dans ce que je vais dire là. Il faut être très clair en toute humilité. Mais à 10 minutes de chez moi, il y a un chef qui était très connu et qui reste très connu, qui est Michel Guérard, mais qui a réinventé la nouvelle cuisine. Et effectivement, dans les grands chefs de l'époque, il disait, chez Michel Guérard, on va à la pharmacie plutôt qu'au restaurant. Ce qui n'est pas du tout le cas, parce qu'aujourd'hui, il a quand même inspiré toutes les générations futures de cette nouvelle cuisine.
en montant ces cures minceurs. Et donc, c'était un gastro avec, dans le petit village de Génie-les-Bains qui doit son nom à l'impératrice, où elle s'est baignée. Donc, c'est elle qui a découvert Biarritz aussi en maillot de bain. Pour la Un petite petit peu de histoire. culture, on aime bien. Ouais. Donc, voilà. Gratuit. Donc déjà, je viens de là. Après, moi, je savais comment je galérais avec mon histoire de quinoa, vous l'avez bien compris. Et je suis partie, alors là, ça fait vraiment cliché dans un podcast, je suis partie à New York pour benchmarker. C'était pas du tout prévu au programme et je fais une mention à un très bon ami Nicolas qui m'a motivée à venir. Il m'a dit, ça va te changer les idées, t'es la tête dans le guidon, viens voir ce qui se passe là-bas. Et effectivement, ce serait un peu dommage, vu que c'est le temple entre Los Angeles et New York, sur le fast-food et sur le fast-good. Parce qu'effectivement, ils ont toute cette partie-là. Et j'ai vu, aux États-Unis, au-dessus de 10 unités de points de vente, ils ont l'obligation de mettre les informations nutritionnelles, en fait, sur les pancartes, en fait, sur l'affichage. Donc, je voulais voir comment ils faisaient et comment ils géraient un peu toute la communication autour de ça. Et j'ai très vite vu quelque chose, c'est que et je le vois à Paris aussi, quand quelque chose est trop restrictif, pourtant, à la base, moi, j'étais un peu fucked up, comme on peut dire, sur les décisions. Je faisais le choix tout à fait opposé, quoi. C'est-à-dire que sur la carte, je prenais le pire truc qui était hyper coquin. donc, je me suis dit, et c'est là que je me suis dit, attends, oublie jamais le plaisir. J'ai eu la chance de travailler en fait avec des chefs que je vais citer, c'est des chefs qui travaillent chez Valae. Donc, c'est des chefs en fait qui viennent de la Tour d'Argent, de chez Michel Guérard, donc vraiment qui ont fait des très belles maisons, mais qui sont aussi à l'origine du Big Tasty de McDo. Donc, quand on sait faire le mieux, on sait l'appliquer pour des choses qui sont... je ne dirai pas de mots. donc, voilà. Et donc, eux m'ont toujours remis à l'esprit, donc m'ont aidé à processiser ce que j'avais déjà fait, moi, à titre perso, mais à faire pour de la restauration. Et puis, ma carte n'était pas... Enfin, ça a été vraiment un tas collaboratif où ils m'ont aidé en me mettant toujours, il faut du plaisir. Quand je commençais à enlever. Et derrière, forcément, tout ça a été mouliné par quelqu'un qui est ici, qui s'appelle Nathalie, au travers de ton agence Évidence Santé, qui m'a très sympathiquement aidée à informer sans culpabiliser les futurs consommateurs. C'est-à-dire que trop d'informations, en fait, c'est pas une boîte de Doliprane, l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est les associations, c'est justement de voir l'équilibre, en fait. Exactement. C'est-à-dire que forcément, quand j'ai une gaufre de légumes, par exemple, quand on fait la gaufre de légumes avec une mousse au chocolat, il y a moins de chances qu'avec mon fameux quinoa et une pomme, on craque sur le cookie de Michel après. Oui, parce qu'en fait, c'est ça. Et les problématiques de scorer les plats séparément, c'est qu'en fait, on a un repas global qu'il faudrait finalement, c'est lui qu'il faudrait analyser pour voir déjà, si on a un équilibre global, sachant que ça ne se fait pas sur un repas, c'est qu'après, il y a le matin, le soir, la semaine, mais également, il y a tout ce qui est satiété, c'est-à-dire que si effectivement, on a fait une charge calorique trop importante, on va avoir faim quelques heures après, donc voilà, c'est un équilibre global où on doit mâcher, on doit prendre son temps, on doit avoir tous les nutriments parce que sinon on aura un petit manque et ça s'associe. Donc c'est ça qui est intéressant. Et en fait, il y a quand même, et le niveau par contre, moi ce que je trouvais intéressant aux États-Unis et qui n'est pas bien compris en France parce qu'on ne sait pas nos besoins. En gros, moi, quand je fais des conférences devant un certain nombre de personnes, que je demande combien vous pensez avoir besoin de calories par jour, ce qui n'est pas un gros mot, mais les gens me regardent, mais je ne compte pas, dans ta voiture, tu sais combien tu mets, enfin, je veux dire, ce n'est pas un problème. Donc les gens ne savent pas, donc ils peuvent me dire 1000 comme 15 000. Vraiment, des fois, ça part. Mais même sur des gens qui travaillent dans le monde d'agro. Donc après, effectivement, l'affichage de la calorie par portion, elle n'est pas utile, elle n'est pas utilisée en France parce qu'on ne sait pas à quoi ça correspond. Mais aux États-Unis, ça c'est intéressant. Mais eux, en fait, ils pensent qu'ils doivent consommer 15 000 calories. Donc effectivement, quand on a des glaces à 1500 calories, ça leur fait pas peur, ce qui est l'équivalent de ce qu'on doit consommer dans une journée à peu près. Donc je trouve que la calorie par portion, moi je trouve ça intéressant pour pouvoir bien ajuster parce qu'on a quand même une problématique de surpoids et qu'effectivement, une des principales façons de limiter le surpoids, c'est quand même de limiter les quantités, mais sans avoir faim. Donc, il faut du volume, il faut de la mastication, il faut des fibres et il faut calibrer son alimentation pour pas exploser. Puis, une fois qu'on connaît,
voilà, qu'on a Oui, c'est une l'habitude. gymnastique. C'est une petite gymnastique Faut de des début. snobs. Ouais, voilà, exactement. Alors moi, j'ai une question parce qu'on parle voilà, de toute cette réflexion aussi sur l'équilibre nutritionnel. Mais Marianne, moi, j'aimerais te poser la question, quand toi, tu es chef et que tu crées, que tu produis, est-ce que le fait de réduire le sucre, d'alléger une recette ou de retravailler les ingrédients en fonction justement de ce paradigme nutritionnel, est-ce que ça t'ôte ta créativité? Ça m'ôte pas la créativité parce que c'est hyper challengeant d'utiliser tous ces ingrédients, de se dire par quoi je peux remplacer ceci, etc. Par contre, on est confronté, moi qui ai l'habitude de suivre une recette à la lettre, parce que en pâtisserie, comme vous le savez toutes, Oui. voilà, c'est extrêmement précis, Oui. mais ça permet justement d'être sûr du résultat. Moi, c'est aussi pour ça que j'adore la pâtisserie. La cuisine, c'est une perception, c'est une manière d'assaisonner, c'est une manière de donner du goût à quelque chose. La pâtisserie, tout est noté. Donc, normalement, si on connaît les techniques, on n'est pas censé se tromper parce que tous les ingrédients sont pesés. Là, avec la création de ces nouveaux produits-là, c'est vrai que c'est un vrai challenge parce on part de rien en fait. Parce que finalement, quand on regarde les recettes, on cherche quelque chose faible en calories. Les recettes qui existent, les gens ils utilisent des édulcorants qui sont d'ailleurs certains. Même si, par exemple, on utilise le xylitol qui provient du bouleau, on a un effet laxatif avec une trop grosse quantité ingérée. On a des risques d'augmentation des plaquettes avec l'érythritol qui est utilisé dans toutes les boutiques à faible indice glycémique, quand même. En pâtisserie, bien c'est sûr. utilisé partout. Donc là, la question, On n'a c'est jamais mesuré l'effet dose d'accumulation. Tout à fait. Donc, c'est ça. C'est vraiment très problématique. Donc c'est vrai que là, je me suis dit, alors, mon vrai challenge, c'est plutôt d'éduquer la personne qui va consommer parce que elle va regarder les calories et elle va vouloir avoir très peu de calories, par exemple. Mais j'ai pris parti d'utiliser ce sucre de coco, d'utiliser ce sucre de racine de chicorée, qui sont peut-être un petit peu plus forts, qui ont un petit peu plus de calories. Mais par contre, au niveau des fibres, avec le sucre de chicorée, on explose le niveau de fibres, c'est incroyable. Et la satiété. Et la satiété, tout à fait. Et on est dans quelque chose qui est à plus faible indice glycémique, mais qui est un peu plus calorique. Mais il y a un moment, si on choisit de respecter le corps, bah, il faut faire ce choix-là, en fait. Et ça, je pense que c'est vraiment le plus gros challenge. La créativité, elle est là. Moi, j'ai des idées Ici, non, faut pas. Il y a un nuage d'idées autour. Tout à fait, c'est ça, exactement. C'est vraiment un nuage. Et il y en a dans tous les sens et il y en a plein. Et j'adore les mettre en œuvre. C'est vraiment ce que je préfère, c'est la R&D. C'est un bonheur de créer ces recettes, de tester, de faire goûter, d'ajuster, de regarder le tableau nutritionnel, de me dire là, ça pêche, etc. Mais derrière, il faut aussi que le consommateur il soit un peu plus alerte, entre guillemets. Et c'est aussi ça le challenge. Par exemple, moi, je vends que sur Internet. Je vais vendre que sur Internet, ces produits-là. Donc, il faut informer le consommateur. Bien sûr. Parce s'il va juste voir le tableau nutritionnel, il va me dire « Ah non, c'est pas ce que je veux. » Oui, il y a beaucoup de glucides, mais les glucides ne sont pas forcément mauvais non plus. Ça dépend d'où ils viennent. Complètement. C'est ça qui est challengeant. Oui, c'est une alimentation beaucoup plus éclairée, finalement. Tout à fait. Et là, tu as dit le mot que l'éducation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, à la rigueur, faire un reset. C'est pour ça que dans nos séjours, nous, on passe par le jeûne parce que je trouve ça, c'est une expérience qui est intéressante. Hein. Ça peut faire peur et ça fait peur, mais je trouve que c'est une expérience intéressante. Et après, c'est justement redonner vraiment le calibrage et apprendre finalement à gérer sa faim. Et ça, c'est hyper important. Et ça se gère pas avec des produits zéro. Parce que finalement, il y aura un manque. Après, il y a tout notre organisme qui est un peu leurré. Donc, de toute façon, il y a plein d'effets, on va dire, négatifs à côté. Et donc, de pouvoir expliquer que, le sucre, c'est pas un poison, mais c'est le trop, et c'est l'origine, et c'est l'accumulation, et c'est l'ordre des aliments. Donc, il y a vraiment, je pense, un reset d'éducation à faire au-delà des scores, pour ne répéter. Non, mais je radote, là, faut que j'arrête. Et du coup, toutes les deux, parce que vous êtes des créatives, vous êtes des passionnées, vous êtes des techniciennes, en termes de business, de distribution, d'entrepreneuriat, comment vous fonctionnez ? Vas-y, je t'en prie. Alors, avant qu'on s'associe... Est-ce que trouver un local, Marianne ? Et de trouver le local qui va bien. On fait appel. Alors, moi, pour l'instant, déjà, il faut savoir qu'il y a un resto sur 3, et ça, Virginie, forcément, tu es au courant, qui ferme en France. C'est le métier de la restauration est difficile. La filière est un peu en souffrance. Exactement.
je suis pas, voilà, je sors pas du truc. Je suis néo-restauratrice et on est nombreux à se lancer. Effectivement, c'est très difficile de cuisiner le dimanche, enfin très différent de cuisiner le dimanche pour sa famille et ses amis. Je te confirme. Et le reste, j'ai fait la bascule. et le, et le reste du temps. Donc voilà, donc la première chose, alors c'est vrai que tout le monde a l'impression que ça fait très longtemps que je suis sur ce projet. Effectivement, ça fait 2 ans. Ça paraît dingue pour le commun des mortels parce qu'on se dit, ouvrir un restaurant, ça va. Franchement, il n'y a pas besoin de... Mais la vache. Quand on voit l'élaboration de tes concepts, on comprend. Hein. Il y a la création, effectivement. Donc, toute la créativité. Il y a toute la partie... déjà, déposer un nom, en fait, en 2 syllabes. Enfin, on ne se rend pas compte, en fait, du sujet. Il y a toute la partie branding. Il y a maîtriser un budget. Parce que moi, en branding, j'adorais être Nike ou Coca. Hein. Il n'y a pas de souci. Mais bon, à un moment donné... t'as pas de zéro. J'ai pas le budget. Toute la partie juridique. Il y a toute ça la demande partie... plus de créativité, mais Exactement. je trouve ça très bien. Donc, il faut maîtriser un nombre de cartes énorme. Il faut être à l'aise socialement. Il faut aimer les gens. Moi, c'était aussi pour ça que j'ai fait l'élan de transmission. Ce job-là. Et surtout, dans tout, il faut rencontrer du monde. Si je n'avais pas rencontré Nathalie, clairement, ma carte, mon concept ne serait pas ça si je n'avais pas rencontré chaque personne. Le réseau Elles Sont Food, d'ailleurs, on peut le citer ici parce que c'est un point commun. Si tu n'es pas encore dans le réseau, tu y seras. C'est le commandement de Nathalie. Dans le réseau, tu seras. Exactement. Pour ma reconversion, moi qui venais plutôt de IT Tech, clairement, ça m'a facilité. Enfin, j'ai une gratitude énorme d'être rentrée chez Elles Sont Food, ça c'est clair. Donc, il y a eu toute cette partie, il faut se rendre compte de tout ce qu'il faut savoir maîtriser. Moi, je dis souvent, je ne sais rien faire. La seule chose que je sais faire, c'est m'entourer des bonnes personnes pour m'aider. Et ça me va très bien comme ça, de ne pas être experte dans chaque chose. Je sais quand même mesurer, contrôler. Du coup, ça, dès le début, je me suis mis à chercher un local et on m'avait toujours dit que ce serait le plus long. Donc, en amont de cette recherche de local, moi aussi, en tant que responsable marketing, je cherchais souvent des prestataires pour des événements, soit internes, féliciter les commerciaux, voilà, parce qu'ils ont fait un bon mois, inviter des clients, ou surtout sur les salons, où en général, en fait, on laisse les clients, ils ont payé je ne sais pas combien pour venir sur un salon, on leur donne un catalogue à la fin, ils finissent comme un Irox, ils ont un truc à porter, c'est fou. On leur donne pas un verre d'eau, on les fait pas s'asseoir, on leur donne pas à manger. Moi, je faisais toujours du marketing alimentaire, je mettais toujours des gaufres, voilà, parce que c'est du marketing sensoriel. Les gens venaient, on les faisait asseoir, on leur donnait un verre d'eau, et là, ils étaient en fait en capacité d'écoute du discours. Parce que moi, quand j'ai 30 kilos, une verrine comme ça, mon téléphone, machin, je ne peux pas écouter. Il faut être très clair. Donc, la partie pop-up en entreprise et en salon, c'est la partie B2B que j'ai lancée en amont du restaurant. Ça me permet aussi d'éprouver en fait tes recettes, voilà. Mes recettes. C'est pour ça qu'on en a une là. Voilà, l'affichage, de pouvoir créer une communauté aussi. J'ai remarqué, enfin ça m'arrive de discuter avec des copines, voilà, de l'évolution de mon projet dans un bar ou machin. Il y a souvent une personne à côté qui m'arrête, qui me dit ah mais ça a l'air trop sympa. Enfin c'est vrai que il y a des gens, je pense, qui n'ont rien à fiche en fait, du sujet. Et il y en a, en fait, c'est... Tu les t'accroches ta cible. Ouais, exactement. Donc, effectivement, sur les pop-up, il y a des gens qui sont fans, clairement, du sujet. Ça manquait pour eux. Ils adorent. Donc, c'est trop chouette. Donc, voilà. Et après, je suis toujours en recherche de mon local, dans le quartier de bureau, plutôt parisien. Très bien. Et toi, du coup, Marianne ? Alors, moi, du coup, moi, c'est vrai que ça a commencé déjà il y a 2 ans. Ça va faire 2 ans à la fin du mois. Il y a vraiment des trucs. Une connexion. Dans ce studio, de toute façon, on connecte. Toujours. Mais ça a commencé il y a 2 ans. J'avais déjà commencé à vendre, moi, au tout début, en fait, pour tester mon produit, comme c'était les fameuses pâtes prêtes à cuire. J'avais pas de boutique, etc. J'ai pris des places sur les marchés. Et moi, j'ai commencé à vendre directement auprès du consommateur, à faire découvrir les produits. J'ai eu des retours en direct. C'était super pratique pour faire évoluer le produit. C'était vraiment chouette. Très éprouvant. Très éprouvant. Donc, c'est vrai que ça fait quelques mois que j'ai arrêté.
Ouais, Mais j'ai persévéré, j'en ai quand même fait pendant assez longtemps. Bravo. Et après ça, en fait, l'idée, au moment où il y a eu ce changement, c'était de se dire, déjà, je ne ferai pas que du cookie, parce que l'idée, c'est de proposer une gamme plus large, quoi. une gamme plus large et surtout une solution, en fait. Parce que moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, ma cible, c'est plutôt... En fait, ça m'a donné un vrai sens d'avoir envie de les aider, d'avoir envie d'aider les gens. Ça va va dans mon... Déjà que tu leur apportes une solution. En Ouais. fait, c'est ça un c'est entrepreneur, ça. c'est qu'il crée un produit qui répond à une solution. Oui, tout à fait. Mais j'étais déjà solidaire avec la marque. Je fais des dons à l'association de ma maladie. Et en fait, là, ça me donnait un nouvel angle en fait, à développer. Donc là, l'idée du développement au niveau du business plan, c'est plutôt d'accès site internet pour les particuliers, en tout cas dans un premier temps. Et on est sur du cookie. J'ai des fondants au chocolat en boîte qui sont archi coulants. Stop. Totalement digestion douce. C'est bien le j'aurais dû en apporter. Mais non, mais on va se revoir. On va Et j'ai aussi des petits sachets de granola. Donc on est sur pareil granola, plus faible indice glycémique, etc. Et en fait, je me suis dit, j'ai cette partie B2C, mais la partie B2B qui existe déjà, parce que j'avais quand même commencé à la créer, c'est plutôt une clientèle de coffee shop ou restaurateur. Et ça, je vends les pâtes crues encore surgelées. Et les clients les cuisent directement en restaurant ou sur leur point de vente jour après jour, etc. Ça, c'est quelque chose que je garde. Vous êtes ton atelier J'ai un laboratoire de production, oui, tout à fait. Et en termes de prix, par exemple, le pâte, il coûte combien ? Pour la boule, enfin comment tu fonctionnes ? Je vais pas te donner mes tarifs que je donne auprès des professionnels parce que sinon les clients ne les achèteront plus. D'accord. Non mais même pour les clients, enfin les pour les particuliers. Ah oui, là je te parle de particuliers. Alors aujourd'hui, je vends les produits cuits pour les particuliers. Je les vends plus sur le prêt à cuire. Tout est cuit. Et sur les cookies, en digestion douce, on est aux alentours de 4 €. Voilà. Avec plusieurs saveurs ? Oui, tout à fait. Plusieurs saveurs. Plusieurs références. Donc là, ton site, il existe. On peut, là, en sortie du podcast, donc, mais alors, quand il va sortir, normalement, oui. Non. Donc là, on pourra faire l'information parce que sinon, ça nous donne trop envie et on va être frustrés. Mais les cookies digestion douce, c'était un vrai challenge et c'est une fierté d'avoir réussi à sortir un cookie, même un fondant, ce fondant au chocolat. On peut le manger un peu... tu arrêtes. Un peu ferme, etc. Mais on le met 10 secondes au micro-ondes et on a un coulant, en fait. Voilà, là. Et on est sur des ingrédients... on voit la liste d'ingrédients, on se dit, c'est pas possible que ces ingrédients ensemble, ça ait fait ce produit. Quoi. Ouais. Et ça, c'est le côté magique, je trouve, des desserts, hein, justement. C'est ça. On regarde. Oui, là, on est bien, on est très, très bien. T'es bien positionné en termes de tarifs. Mais ouais. Et je suis en train de revoir un peu pour les... Enfin, je suis en train d'adapter un peu pour les produits. Parce que c'est vrai que là, avec les matières premières qui sont beaucoup plus chères, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes... Bien sûr. Surtout avec tout ce qui est sucre de coco, tout ce qui est... cacao. Alors moi, le chocolat, c'est en plus, j'utilise du chocolat bio et équitable. Donc garantie sans travail d'enfant, reforestation, mais quand etc. on est exigeant sur la nutrition, il y a un double effet, c'est-à-dire il y a un effet positif sur le sourcing et puis positif sur notre santé parce que cette exigence-là, elle sera positive. Moi, j'avais envie de vous poser, parce qu'en fait, vous avez 2 parcours complètement différents, puisque toi, tu viens de la tech, qu'est-ce que l'une après l'autre, ou je sais pas comme les conseils que vous donneriez à des jeunes, entre guillemets, entrepreneurs, pas forcément jeunes dans l'âge, mais dans ce secteur de l'univers culinaire. Parce qu'en fait, vous avez 2 approches. Alors, je dirais qu'il y a quand même la passion qui doit... Mais là, si une personne 2 veut se lancer... chacune. Ouais, voilà, allez. Vous aussi. Alors moi, je vais vous aider. Non, mais en fait, il y a quand même 2. Je vais vous aider à vous lancer parce que je me dis, toi, tu as une base un peu comme moi, c'est-à-dire que tu as commencé par du lourd, quoi. Une expérience avec des grands noms. Moi, j'ai commencé dans un grand groupe avec des méthodos, etc. Ça te donne quand même quelques années d'avance dans ton. Toi, tu as commencé avec des méthodos, mais pas dans le même secteur, mais avec une passion. Donc, je dirais que voilà, j'ai un peu les 2 conseils. Moi, c'est ma version. Pour l'entrepreneuriat en général, je dirais, il n'arrive rien à ceux qui ne font rien. Ouais. En gros, faut bosser, quoi. L'éloge de l'action. Exactement. De l'action, ouais. Après, oui.
Et Plus que de bosser, d'ailleurs, c'est de l'action. Et je vais aller plus loin, on l'appelle comme on veut. Enfin, faut savoir, moi, je suis croyante. Il y en a, c'est en l'univers, il y en a, c'est en Dieu, il y en a, c'est dans le snob, j'en sais rien. Mais en gros, je pars du principe que quand je suis dans l'action, après, ce qui va se passer, j'en sais rien du tout. Parfois, c'est exactement ce que je voulais. Parfois, c'est pas du tout et je suis pas super contente. Et parfois, c'est fou. C'est beaucoup mieux que ce que j'espère. J'adore d'ailleurs le hook du loto. Tous les gagnants ont tenté leur chance. Exactement. Tu ne tentes rien, tu ne risques pas de réussir. Donc voilà. Risque, c'est peut-être pas le mot. Mais... La perfection, enfin, le parfait, c'est égal pas fait. Faut jamais attendre que tout soit parfait. Donc, pour mieux vaut fait que parfait. Exactement. Ça, et ça, je pense que c'est pas valable particulièrement en fait que au secteur de la gastronomie, du mais culinaire. peut-être encore plus parce que tester ces recettes, les faire goûter comme tu disais sur les marchés. Exactement. Voilà, il faut y aller. C'est une étude quali en live, quoi. Et ça, tu demandes à ChatGPT, il te dira ça. Il dit c'est très bien, t'as super bien fait ça, tu calcules bien ça, machin. Vas-y ma grande, faut y aller là. Teste tes recettes, sors, vends ton truc. Calme-toi. Mais Et on l'aime bien quand même. Claude est sympa aussi. C'est un peu moins enthousiaste. C'est exactement ça. S'entourer. On attend Michel maintenant. Bien sûr. Tu fais pas de cookies encore, hein. C'est clair. Mais d'ailleurs, c'est cette chance incroyable que l'on a, c'est qu'on est sur un secteur. Alors moi, quand j'ai commencé la nutrition, on m'avait dit il va falloir que tu penses à ta reconversion vu qu'on va prendre des pilules après pour manger. Bon, je les attends toujours. Là, c'est pareil. C'est vraiment heureusement qu'on a encore ce partage d'alimentation. Donc ouais, tu disais donc parce l'action qu'on est sur la main. Et la formation, non, la formation, le haut niveau de formation quand même pour se lancer, c'est-à-dire d'avoir un minimum de compétences acquises. Non, pas chez moi. Moi non plus. Non, mais toi, parce que tu t'entoures. Moi, je me dirais, voilà, s'entourer, mais il faut jamais oublier. Oui. Suivre son intuition. Oui. Voilà, c'est très bien de s'entourer, mais on a un très bon thermostat intérieur qui peut nous dire... C'est vrai. J'étais un peu anti-études quali-quanti à l'époque. Je suis mon instinct. Et tous les lancements que j'ai faits quand j'étais dans ma première boîte, elle m'avait donné une note négative pour le lancement. Je les ai faits quand même. Ça a été des beaux succès. Donc oui, il faut écouter. Et donc, toi, par rapport à justement ta formation, ça te sert beaucoup aussi quand même, je peux dire, peut-être en pâtisserie, peut-être des techniques qui sont... Ça me sert, mais après, comme j'ai décidé de faire des produits très simples, je veux pas dire que c'est donné à tout le monde parce que c'est juste du travail. Encore une fois, ça vient pas du Saint-Esprit. Je pense que la créativité, ça se développe aussi. Moi, je suis très très créative, mais c'est parce que je suis curieuse et je teste plein de choses et j'ai pas peur de rater. Mais peut-être parce que tu as aussi ce background qui t'a permis de... ça m'a permis de me lancer. Moi, j'ai besoin d'input pour ma créativité. Donc, toi, tout ce que tu as fait avant, ça t'a ouvert ce champ des possibles. Totalement. Et j'ai pu faire ce métier, j'ai pu faire cette formation, j'ai pu faire ça grâce à ma famille qui m'a soutenue, qui m'a... Ça, c'est énorme, les l'entourage, copines. Totalement. Et en fait, c'est vrai que ça sert énormément. Mais derrière, en fait, je pense qu'il y a exactement l'action. Moi, j'ai été bloquée par ça, par l'action. Enfin, j'agissais pas et j'attendais que ce soit parfait. Pareil pour le contenu sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Et en fait, un jour, quand j'ai eu l'idée de Tama, etc., je me suis dit, non, ça y est, ça fait 4 boîtes que tu as réfléchi, 4 produits que tu as développés et que c'est pas allé jusqu'au bout. Tu crées ton Instagram. De toute façon, une fois que c'est créé et que tu dis à tout le monde ça existe, c'est obligé. Donc, je me suis piégée, c'est quelque chose que je raconte souvent parce que ça me montre à quel point on peut auto-jouer avec son cerveau et on peut se contraindre à faire... Cette phrase qui est extraordinaire, qui dit que l'entrepreneuriat, c'est tu sautes d'un avion, tu n'as pas de parachute et c'est pendant la descente que tu crées ton parachute. C'est tellement vrai. Mais totalement. totalement. Tu parles pas forcément de stratégie, pas forcément de vision, mais tu avances petit pas par petit pas, tu gravis marche après marche. Et tu crées dans l'action. C'est le plus beau finalement, parce que tu t'attends pas du tout à ce que tu vas trouver. Totalement. Et la peur, c'est quelque chose qui est tellement limitant. C'est terrible. Franchement, mais qu'il faut transformer en fait. Il faut transformer en force. LinkedIn. Et c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je passe du salariat à l'entrepreneuriat. Est-ce que je vais challenger ma peur de le faire? Bah oui. Ouais. Mais la peur, pour moi, c'est un catalyseur en fait. C'est un vrai moteur. C'est-à-dire. Et puis plus on attend, plus cette peur, elle prend des dimensions énormes et on ne va pas passer. Et il faut pas réfléchir. Tout à fait. Et moi, ce qui m'a le plus aidé quand j'ai commencé, vraiment qui m'a changé la vie, c'est la positivité. C'est juste voir le
le petit morceau de bleu entre les nuages, voir chaque Le verre à petite moitié chose, plein. Ouais. chaque le verre d'eau. petite chose, Oui, bah oui, c'est ça, tout à fait. Chaque Non, petite chose qui arrive, Et ça... on en a besoin, on en a vraiment besoin. Je pense qu'à l'école, on devrait faire de l'éducation à l'alimentation et à la positivité, et Totalement. à l'empathie. Ce Alors serait justement, top. je voudrais qu'on termine avec une Ouais, petite question qui peut être une belle petite question un peu douce. Moi, je suis une ancienne prof de lettres, parce que c'est une reconversion aussi, j'ai été prof de lettres. Je voudrais vous lire un passage. Ah, t'étais pas au courant de ça. Non, Je J'aime vous bien lis les surprises. je vous lis un passage et après je vous pose une question. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Nous sommes donc avec Monsieur Proust. Quelle est votre Madeleine? Qu'est-ce qui vous propulse tout de suite en enfance pour cette douceur et ce réconfort qui fait tant de bien? Charlène? Alors, on peut l'imaginer. Tout autour de moi du dimanche. C'est le dimanche midi. Moi, donc, je suis originaire des Landes et dans un petit village qui s'appelle Grenade-sur-l'Adour, qui est pas très loin finalement du bassin d'Arcachon. Donc, tous les dimanches matins, il y a un ostréiculteur qui vient depuis que je suis petite et ma maman adorait les huîtres. Donc, ça commence en fait en entrée avec des huîtres. Ça continue bien évidemment avec un poulet. Rôti au four. Rôti, bien sûr. Et avant, en fait, on n'avait pas une offre aussi sucrée au quotidien. C'est-à-dire, en GMS, on n'avait pas tout ce qu'on trouve aujourd'hui. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup plus de possibilités pour les pâtissiers. Il y avait un rituel qui était le dimanche d'aller à la pâtisserie, acheter une pâtisserie. Et mon papa adorait les religieuses. Donc, ça va bien avec le dimanche. Et donc, c'était vraiment ça. Voilà, c'est Le menu réconfort. exactement. Et j'ai une petite pensée pour Monsieur Labrouche, qui avait cette pâtisserie dans laquelle il y avait un arbre fruitier, je crois. Enfin, des fruitiers derrière. Et je sais que j'avais mangé des fraises. Hein, donc, j'ai une passion pour les fruits, moi. Et voilà. Et ce bâtiment, c'est assez drôle parce qu'il a été racheté par un monsieur dont la fille est une des très proches collaboratrices d'Amandine Chéniaud. Ah, Voilà. incroyable. Voilà. Question, tu peux faire du sucré? Bien sûr. Un snob sucré? En sucré, non, je n'en fais pas. J'ai forcément une gamme de desserts avec un chocolat à courgette, voilà, un gâteau au chocolat courgette, la mousse au chocolat. J'ai un petit cheesecake en trompe-l'œil en forme d'œuf. Et puis, bien sûr, bientôt les pâtisseries de Tama. Évidemment. Et toi? Moi, c'est les fruits parce que c'est très marrant que tu dises ça. Moi, c'était dans mon jardin qu'il y avait les arbres fruitiers chez mes parents et on allait toujours l'été, printemps-été, récolter les fruits. Et ma mère nous faisait une tarte, et nous fait encore aujourd'hui d'ailleurs, une tarte au quetch. Feuilletée, donc la prune acidulée qui a caramélisé avec le beurre et la cassonade sur le dessus. C'est juste, voilà, c'est mon souvenir d'enfance. C'est dès qu'il y en a une, dès qu'elle en fait une, on croque dedans et on retourne dans le jardin aller cueillir les fruits, quoi. Et toi, Virginie, tiens, on te pose souvent la... Ah, moi, je pose la question dans tous mes potes. Moi, alors moi, je suis alsacienne, donc tu parles de tarte au quetch, mais c'est plus quetch cannelle. Mais mamie Janine me faisait des bugnes. Moi, c'était les beignets de carnaval, donc les bugnes. Et dédicace à mamie Janine qui a 101 ans quand même. Oh là. Donc, il Donc, ça entendra conserve sûrement les pas beignets. ça parce qu'elle n'a pas de téléphone. Mais ça conserve les beignets. Alors, j'irais même plus loin, c'est qu'elle a longtemps bu un petit peu de Riesling et du Non, Pinot. j'entends pas. Et voilà. Et du coup, bon, voilà. Mais mamie Janine et ses bugnes. Et toi? Eh ben moi, je me dis qu'en fait, j'en ai plein. Ouais, je suis vraiment une nutritionniste trop gourmande, en fait. Tu parles de mousse au chocolat. C'était le samedi midi. C'était steak. Je me souviens pas. Je pense pas que c'était frites, parce que peut-être purée. Mais on avait des petites mousses au chocolat. Et à l'époque, il y avait Danone qui avait des petites mousses au chocolat glacées. Ça s'appelait Danino. J'ai retrouvé ça sur les réseaux sociaux. Donc mousse au chocolat, ça c'est. Ouais, une mousse au chocolat. Après tarte, voilà, j'allais chercher chez ma petite nounou. Elle avait un abricotier à Rennes. Incroyable, avec des tonnes d'abricots qui donnaient pas tous les ans, parce que je crois que les abricotiers ça donne pas tous les ans. Voilà, les fruits, enfin bref, j'adore, j'ai trop faim là. Stop, arrêtez tout. Alors on aille déjeuner ensemble. Du coup, Nathalie, pour conclure, qu'est-ce qu'on tire comme bénéfice de ces deux interviews? Alors c'est clairement, on voit bien qu'on peut réconcilier gourmandise et santé.
puisque on voit bien qu'en travaillant, c'est du boulot, il faut passer à l'action. Moi, je trouve qu'on est passé d'un monde où on nous a donné trop de calories, trop de portions, trop de goût, trop de mou. Oui, surconsommation, surexploitation. Les portions sont devenues XXL, ça n'a aucun intérêt. Tu sais que le plaisir est maximal à la 3e bouchée, après c'est terminé. Donc c'est pas la peine de s'en mettre plein. Prenez en pleine conscience les 3 premières bouchées, prenez ce qui vous plaît, et puis aussi essayez de voir, moi je dis toujours, il faut faire sa propre étude clinique, regardez ce qui vous convient et testez. Et dites, finalement, le matin, c'est plus ça, le midi, c'est plus ça. Et donc, allez chercher des offres qui sont plus calibrées, qui sont bien travaillées pour pouvoir avoir une digestion plus facile, parce que c'est quand même plus sympa, quoi. C'est intéressant ce que tu dis. Après mon jeûne, je n'ai plus eu mal au ventre. Je pense que l'alimentation, c'est une boussole intérieure. Mais bien sûr. Effectivement, c'est très intéressant de le C'est savoir. une boussole d'émotion. Et grâce à cette pédagogie pseudo-scientifique, mais aussi nourrie de créativité, on permet de se comprendre et de comprendre les autres aussi, parce que finalement, la gastronomie, ça permet de lier les uns aux autres. Et contrairement aussi, ça ne va pas que dans un sens. C'est-à-dire que bien manger, c'est bon pour sa santé, mais effectivement, quand on mange bien, on va aussi refléter un état d'esprit qui fait que tout va mieux se passer. Si on déjeune bien ensemble aujourd'hui avec Charlène, on va être hyper créatifs cet après-midi. En tout cas, merci mesdames. C'était vraiment votre expertise, pour vos confidences. Et moi, quand même, j'ai retenu 3 ingrédients phares qui fait qu'on réussit sa vie intérieure ou extérieure, c'est l'audace, la créativité et l'intuition. Merci. Je rajouterai l'action. Merci beaucoup à vous. Merci mesdames. C'était vraiment un plaisir ce podcast. Donc l'évidence de la passion. Toujours. Merci les filles.